Donc, au Mirail, l'axe structurant est également la zone de grande activité et de forte densité. Elle est traitée sous la forme d'une rue piétonne qui est matérialisée par une dalle. Et c'est cette structure donc, qui est à l'échelle de la ville, qui est la ville. Donc, le découpage de la ville en quartiers permet la réalisation par étapes. Et en fait, dans son film de présentation, la Candilis insistait qu'ici, pas de quartier de centre qui s'oppose au quartier de faubourg, mais 5 quartiers qui se rattachent à la structure et qui entourent en fait la partie centrale qui devait recevoir les instances régionales de la ville. À chaque fois, je montre donc les 5 quartiers autour là, qui sont cernés de noir, et au centre donc les instances régionales. Donc la forme de cette structure linéaire issue de l'étude morphologique du terrain, oui, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais en fait, l'équipe Candilis a... Il me reste 5 minutes? C'est pas possible. Bon, cette coulée, en fait, je vais passer. Donc, en fait, il a essayé de mettre la ville, d'intégrer la ville nouvelle dans la morphologie du terrain et de se servir du terrain et de la forme du terrain pour caser la ville. Et il a essayé de respecter au maximum les éléments qui subsistaient, donc, parce que c'était un endroit qui était peu urbanisé. Et il y avait quand même des châteaux. Et il a essayé de les conserver pour relier la ville nouvelle, la ville du futur, au passé de ce lieu. Voilà. Donc il y a une autre idée aussi, c'est tous les immeubles ont été se rattachent en tripode. C'est les grands collectifs qui représentent donc la forte densité et qui sont liés à la dalle. Et après, au niveau de la répartition de la ville, donc au centre, il y a la rue piétonne avec les grands immeubles, et la ville a une forme pyramidale en fait, puisque après, plus on s'éloigne du centre qui est l'activité, on tombe sur les petits collectifs qu'on voit de ce côté-là, plus après les maisons individuelles qui sont censées faire avec le lien avec le quartier ancien, le quartier de la Fourguette, là, qui était un quartier plus ancien. Donc, les grands collectifs aussi, et c'est une idée auquel tenait beaucoup Candilis, enfin l'équipe Candilis, puisque l'architecte qui a dessiné le projet, c'est Josic, en fait, hein, un compagnon de Candilis. Donc, les grands collectifs ont un statut particulier dans la ville nouvelle. Ils sont une partie de la ville, tels des îlots verticaux, puisqu'ils sont traversés par des rues aériennes. J'ai oublié de cliquer. Voilà. Des rues aériennes ouvertes vers l'extérieur qui sont situées au 5e et 9e étage des immeubles. Elles permettent de circuler d'un immeuble à un autre pour rejoindre l'artère centrale. Ces immeubles sont actifs car ils doivent accueillir des petits commerces au pied et devaient recevoir donc dans les coursives également des commerces. Le projet s'appuie également sur la mise en place de 2 réseaux de circulation, un pour les voitures et l'autre pour les piétons. La séparation des circulations est aussi une notion essentielle pour les architectes qui ont toujours privilégié le piéton par rapport à la voiture. Ça aussi, c'est à remettre dans le contexte de l'époque, puisque c'est l'époque où tout le monde commence à avoir sa voiture et les centres-villes anciens sont saturés par les voitures. Et à Toulouse, on se retrouve actuellement avec des rues piétonnes et on a du mal à imaginer qu'il y avait double circulation dans ces rues tellement elles sont étroites. Donc en rouge, en fait, c'est le développement de la circulation des piétons, avec évidemment l'axe central qui est la dalle, hein, l'axe de la ville, et tout un cheminement qui se développe autour. Et donc le bleu, c'est la circulation automobile, qui se compose d'ailleurs,
D'ailleurs, ça sera un souci dans la réalisation du projet, qui se compose de traversantes, en fait. On traverse le quartier, on n'y va pas. Le choix de la centralité a été fait pour éviter les édifices résiduels et des espaces non identifiables, par exemple, qu'on retrouve souvent non identifiés, plutôt pas identifiables, dans les grands ensembles. Et l'ossature urbaine, qui est l'axe de circulation principal, est aussi l'élément qui distribue l'ensemble des activités de la ville, c'est-à-dire les habitats, les équipements, les commerces et les espaces verts. Donc, alors, je vais essayer d'aller très vite pour... Non, je me trompe. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Candili s'est donc désigné architecte en chef du Mirail. Pour faciliter la gestion, la ZUP est découpée en 2 tranches. Une de 2 quartiers qui est provisoirement gelée et une des 3 quartiers donc, qui sont réalisés. Donc, quartier de Bellefontaine, Reinerie, dans l'ordre, d'abord Bellefontaine, Reinerie et puis Mirail. Mais dès son lancement, la ZUP a été confrontée à d'immenses problèmes juridiques et de réglementation concernant le droit des sols, le remembrement et le découpage parcellaire, les limites entre espace public et espace privé, les statuts juridiques de la dalle et des coursives, les régimes de copropriété et de l'habitat social. L'inadaptation des procédures administratives a épuisé peu à peu toutes les ambitions des architectes. Toujours selon Jean-Marie Lefebvre, Candilis a tenté de faire classer le Mirail au titre de chantier expérimental afin d'éviter d'être soumis aux prescriptions légales. Mais sans succès, malheureusement, pour le Mirail. Et le cadre procédural de la ZUP s'est révélé inextricable. Les architectes ont été perpétuellement confrontés aux règlements et aux prescriptions de l'État, des sociétés HLM et des investisseurs privés, générant d'interminables négociations. Par exemple, la dalle. La dalle qui était l'élément structurant du projet et qui était donc l'élément, oui, je me répète, c'était tellement nouveau qu'on savait que les urbanistes ne savaient pas gérer ce type d'urbanisme. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Son statut juridique a été d'abord longuement débattu. S'agissait-il d'un espace public, d'un espace privé? Qui le construit? Qui le finance? Qui l'occupe? Qui l'entretient? Puis c'est sa nécessité même qui a été remise en question. Jusqu'en 1967, elle est perçue comme l'élément novateur du projet, enfin, de la ville nouvelle, offrant aux habitants un nouvel art de vivre. Mais le coût de sa réalisation, grévant les prix des constructions, entraîne une réduction considérable de sa surface. Donc, dans le premier quartier, à Bellefontaine, elle est déjà beaucoup réduite. Dans le second quartier, elle ne devient qu'une simple passerelle. Et dans le troisième quartier, elle est totalement abandonnée. De même que le plan général de la circulation, qui n'a été approuvé par les services de l'État que 5 ans après la clôture du concours. Concernant évidemment les grands collectifs, ils n'ont jamais pu recevoir de commerce. La réglementation des HLM l'interdisait. De plus, les cheminements aériens, dans ce qu'ils appelaient les rues aériennes, je dirais, ont été victimes de leur succès et ont été peu à peu fermés à la demande des copropriétés. En effet, en fait, c'est l'immeuble qui était le plus près du centre commercial qui a le premier fermé ses coursives, c'est-à-dire des murs ont été construits dans les coursives pour éviter de passer d'un immeuble à l'autre, parce que cet immeuble avait un ascenseur au bout et tous les gens qui habitaient au bout du quartier passaient par les coursives, donc les rues aériennes, et descendaient par cet ascenseur.